Alors, bonsoir les amis, ou bonjour. Dans cette vidéo, je vais parler d'un thème qui me tient à cœur, le plus grand hold-up de l'histoire. Et ça s'est fait sur l'or. Et je vais vous dire un truc, c'est pas Madoff qui l'a fait, c'est pas Soros, c'est pas Bill Gates. Vous verrez que cette histoire est fascinante. Mais pourquoi j'ai fait cette vidéo? Parce que vous m'avez posé énormément de questions sur le fait de savoir si l'or était une valeur refuge. Et clairement, l'or est une valeur refuge. Mais il y a des moments où l'or n'est pas du tout une valeur refuge. Et je pense que vous devez absolument regarder cette vidéo. D'ailleurs, si vous aimez le travail qu'on effectue sur cette chaîne, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à rejoindre le groupe Telegram. Donc, si vous pensez que le simple fait de détenir de l'or va vous protéger, cette vidéo va vous intéresser. Je vais vous parler du plus grand hold-up de l'histoire économique. Une histoire dont on ne parle pas dans les médias ni dans les livres d'histoire. Alors, cette histoire, elle commence en 1929. On a un crack sévère aux États-Unis. En 1929, des années de prospérité continue s'achèvent en catastrophe. On assiste au plus grand effondrement que la bourse n'a jamais connu. Des investisseurs novices avaient emprunté d'énormes sommes d'argent pour spéculer à la bourse. Plus tard, des milliers de banques ont fait faillite. Des millions de gens furent ruinés. Le crash a été suivi d'une dépression qui s'est étendue au monde entier, qui a duré 10 ans et qui fut le prélude à la guerre. Voici l'histoire d'un désastre financier qu'on espérait ne jamais revivre. Et il y a plusieurs facteurs qui ont contribué à créer les conditions nécessaires au ralentissement économique, à faire en sorte que cette crise soit l'une des plus profondes que l'histoire n'ait jamais connue. Et ça a été probablement un ralentissement, une dépression la plus longue, la plus profonde de l'histoire économique. Aujourd'hui, on fait énormément de parallèles avec 1929. On n'y est pas du tout, on n'y est pas encore. J'espère qu'on n'y sera jamais. Mais 1929, c'était vraiment violent. On avait un taux de chômage massif, un peu comme ce qu'on voit aujourd'hui aux États-Unis avec plus de 30 millions de chômeurs. Sauf qu'à l'époque, il n'y avait pas d'aide, il n'y avait pas d'hélicoptère monnaie, il n'y avait rien. Deuxièmement, on a assisté à ce que l'on appelait une spirale déflationniste. C'est-à-dire que les prix ont baissé. Les prix ont baissé, ce qui a provoqué la faillite d'entreprise. La faillite d'entreprise a entraîné le licenciement. Le licenciement a entraîné une baisse de la consommation. Et ça a été une spirale infernale, une spirale déflationniste. Ce que l'on essaie aujourd'hui d'éviter en injectant énormément d'argent. On veut éviter cette spirale déflationniste. Vous avez vu les prix du pétrole qui ont fortement chuté. C'est un peu ça, ça fait peur. Troisième élément déclencheur, la montée du protectionnisme. Les États-Unis qui augmentent leurs droits de douane. Les mesures protectionnistes étendent la crise à l'Europe. L'Allemagne, sous le poids des dettes et des réparations de guerre, est menacée de faillite par le retrait des crédits américains en juillet 1931. 2 mois plus tard, la Grande-Bretagne plonge à son tour, le crédit se tarit, la production et le commerce international s'effondrent, le chômage explose. Les pays européens qui rétorquent, qui augmentent leurs droits de douane, le commerce international qui s'effondre. Et donc tous ces éléments mènent à une crise profonde. Il y a des économistes qui estiment que la décision de Franklin Roosevelt de retirer les États-Unis de l'étalon or a contribué probablement à atténuer les pires effets de la récession et que ça a permis aux États-Unis d'échapper au pire. Mais c'est quoi l'étalon or? Donc l'étalon or, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un système monétaire dans lequel la monnaie d'une nation, elle est rattachée à la valeur de l'or. Et dans ce système, on peut convertir des dollars en une quantité fixe d'or. Et donc les pays qui appliquent l'étalon or ne peuvent pas augmenter la quantité de papier-monnaie en circulation sans augmenter également leurs réserves d'or. Si vous regardez de près ces dollars du 19e siècle, vous verrez qu'ils portent tous une mention faisant référence à l'or. C'est ce qu'on appelle le gold standard, l'étalon or. C'est-à-dire que la banque centrale s'engage à payer à tout porteur d'un billet sa contre-valeur en or. Autrement dit, la valeur de tous les billets en circulation ne doit en aucun cas dépasser celle du stock d'or détenu par la banque.
En théorie, donc, impossible pour le gouvernement de succomber à la tentation de faire tourner la planche à billets. Donc supposons un pays A, d'accord? On va prendre du blanc, ça va être mieux. Donc le pays A, il a une réserve d'or qui équivaut à 1000 milliards, d'accord? Et donc ces 1000 milliards, c'est de l'or. 1000 milliards d'équivalent en or. À un certain moment, ce pays, pour diverses raisons, il perd de l'or. Par exemple, effectivement, il a une balance commerciale déficitaire. C'est-à-dire que les importations de ce pays sont plus importantes que les exportations. Donc X moins M négatif. X, c'est les exportations, M, c'est les importations. Donc ce pays, il importe plus qu'il n'exporte. Et donc pour payer les pays auprès desquels il est endetté, il va payer en or. Donc ces ressources en or vont passer de 1000 milliards à 800 milliards. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la masse monétaire, l'argent qui circule dans ce pays, va diminuer, va se contracter. Et donc ce pays ne pourra pas mettre en circulation plus de 800 milliards. Problème, c'est que comme il y a moins d'argent en circulation, il y a moins de transactions, il y a moins d'économies et donc on se retrouve dans une situation de contraction de l'activité économique. Et bien c'est un peu ça l'étalon or et c'était un peu le gros problème de l'étalon or. Donc, les pays qui appliquent l'étalon or ne peuvent pas augmenter la quantité de papier-monnaie en circulation pour les raisons que je viens d'évoquer. C'est-à-dire que si vous avez 1000 milliards en circulation, vous devez avoir en contrepartie 1000 milliards d'équivalent en or. Et si ce n'est pas le cas, si l'or part ou s'il y a moins d'or, ben vous avez moins d'argent en circulation. Jusque-là, je pense que tout va bien. Donc de la fin des années 1800 aux années 1930, la plupart des pays du monde, y compris les États-Unis, ont adopté un étalon or international. Les gouvernements achètent des lingots. L'or servira à soutenir les économies nationales. Le système britannique de l'étalon or devient international. Dans les années 1870, la plupart des pays d'Europe occidentale adoptent ce standard. La Russie va suivre et en 1900, l'Amérique s'aligne elle aussi. Les monnaies étant basées sur le taux fixe de l'or, elles sont aisément convertibles. Cela va faciliter le commerce et encourager la croissance. C'est-à-dire que dans n'importe quel pays, vous aviez la monnaie locale qu'on pouvait convertir en or. Plusieurs pays européens, après la crise, se sont dit, bon, nous, on ne peut pas tenir, etc. Et ils ont abandonné temporairement l'étalon or pendant la Première Guerre mondiale afin de pouvoir imprimer plus de monnaie. Puisqu'encore une fois, on revient sur ça. Si par exemple, j'ai 1000 milliards en or, ça me permet d'avoir 1000 milliards en, je sais pas moi, en monnaie X. D'accord ? Mais si l'or diminue à 500 milliards, par exemple, on est en guerre, on a besoin d'importer beaucoup plus qu'on exporte, les réserves en or diminuent, ça nous donne 500 milliards en monnaie X maximum qu'on peut mettre en circulation. Et pour éviter ça, il faut éviter la convertibilité et donc pouvoir imprimer comme ce qu'on a aujourd'hui. S'il y avait un étalon or, on n'aurait jamais pu imprimer autant d'argent. Je continue mon raisonnement. Donc ici, il y a plusieurs pays européens à l'époque qui ont temporairement abandonné l'étalon or pendant la Première Guerre mondiale afin de pouvoir imprimer plus de monnaie et financer les efforts de guerre. Ça nous rappelle la période actuelle. Et suite à la crise de 1929, on a un nombre de faillites bancaires qui explose. Et ça pousse les citoyens ordinaires à se dire « Ok, moi je veux une sécurité ». Des fortunes colossales sont balayées en quelques minutes. Les effets du krach boursier sont dévastateurs. Des millions de personnes sont au chômage. Ce pays si riche va lui aussi souffrir de la famine.
Jamais l'Amérique n'avait connu semblable crise dans son histoire. Les membres du gouvernement ne savent que faire. Le seul article de foi, c'est de s'en tenir à l'étalon or. Pour le président Hoover, c'est un point vital. Il croyait fermement dans le bien fondé de l'étalon or. C'était un conservateur et il voulait protéger ce qui existait encore. Il ira jusqu'à dire « Nous avons besoin d'or parce que nous ne faisons pas confiance au gouvernement. » Et pour avoir une sécurité, qu'est-ce que je fais? Je n'ai plus confiance dans mon pays, donc je vais stocker de l'or. Et le problème, c'est qu'en stockant de l'or, ils retiraient de l'argent de la circulation. Parce qu'ils stockaient de l'or qu'ils n'utilisaient plus pour leurs transactions. Et donc, on a eu une contraction de l'or en circulation. Donc, ça a provoqué une contraction de la monnaie en circulation. Donc, ça a aggravé la crise. Donc, avant ça, on a, juste sur un plan historique, on a un boom des États-Unis dans la première moitié des années 1920. Ce que l'on a appelé les Roaring Twenties, les années folles. Parce que les États-Unis ont alors de l'avance avec leurs idées nouvelles. Diffuser les produits de la technique auprès du plus grand nombre, concevoir une production de masse, organiser des usines qui fournissent des quantités jamais vues de produits. Avec cette production, un nouveau style de vie se met en place. Pour beaucoup, c'est l'époque de la prospérité. Les téléphones rentraient dans les foyers. Les radios informaient et égayaient les soirées. Et surtout, dehors, se répandaient les automobiles, qui apportaient la liberté de la mobilité et l'ivresse de la vitesse. On a des industries telles que la construction, l'automobile, qui ont été les moteurs de la reprise d'après-guerre, Ford, etc. Bien sûr, ça a contribué à la croissance américaine. Et donc, à l'époque, on note une surchauffe de l'activité. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une activité économique qui fonctionne très, très bien. Et on se retrouve avec une inflation. Une inflation, ça veut dire que les prix augmentent fortement. Winston Churchill, chancelier de l'Échiquier, doit prendre des mesures draconiennes pour préparer le terrain. Il ne veut pas que l'inflation épuise les réserves d'or. Il décide donc de relever les taux d'intérêt. C'est la classe ouvrière qui va en faire les frais. Et donc, la Réserve fédérale, la Fed, se dit « Ok, on va limiter l'inflation, on va augmenter les taux d'intérêt. » Pourquoi? Parce qu'en augmentant les taux d'intérêt, on diminue la consommation, on diminue la demande, donc on diminue l'inflation. Et là, c'est un premier élément déclencheur de la crise qui va suivre. Les pays européens à l'époque avaient emprunté de l'argent auprès des États-Unis pour notamment financer la Première Guerre mondiale et ils se sont retrouvés avec des situations de difficulté de rembourser leurs dettes auprès des États-Unis. Et donc, ils vont moins demander de produits auprès des Américains. Tout ça, et d'autres raisons, mais on a cette situation effectivement de folie, d'euphorie, la croissance elle est extrêmement forte. Et tout ça, ça mène à une situation d'inflation, on augmente les taux d'intérêt et 1929, on a le krach. Et durant ce krach, on a un ralentissement de l'économie, on a un chômage massif, on a une vague de faillite bancaire qui a suivi en 1930, 1931. Et puis, ça a provoqué une situation de déflation. Comme je vous le disais précédemment, les gens se sont mis à stocker de l'or, ils ont eu peur, les prix ont diminué, la consommation a diminué, les entreprises ont diminué leur offre, plusieurs faillites d'entreprises, le chômage qui augmente et donc les prix qui continuent de baisser, de baisser, de baisser, de baisser. Pourquoi? Parce que la masse monétaire est complètement contractée. D'accord? On a de moins en moins d'argent en circulation et donc la situation elle ne fait que s'aggraver. Et ça conduit dans les États-Unis à un niveau de déflation paralysant. Et c'est ce qui justement provoque cette frénésie de on stocke l'or. D'accord? Donc les gens ont commencé à amasser massivement de l'or. Et les pays européens ont commencé à abandonner l'étalon or. C'est-à-dire qu'ils se sont retrouvés dans une crise grave et il était pour eux impossible finalement de continuer. Il fallait absolument qu'ils arrêtent de convertir
leur monnaie en or. La crise passe ensuite d'Allemagne au Royaume-Uni. La livre sterling britannique est alors la monnaie de référence du système financier mondial. Cette livre sterling est échangeable contre de l'or et elle inspire la confiance dans le monde entier. Mais en 1931, de grandes banques internationales sont tellement à court de fonds qu'elles vendent les livres sterling qu'elles ont. La Banque d'Angleterre ne peut faire face. Le Premier ministre anglais doit se résoudre à ce que la livre perde son statut de monnaie liée à l'or. C'est tout le système monétaire du monde qui est ébranlé. Les États-Unis et les autres pays de l'étalon or n'ont pas pu augmenter leur masse monétaire pour stimuler l'économie. Et encore une fois, je reviens rapidement ici sur cette formule d'Irving Fisher, mais qui a ensuite été reprise par Milton Friedman, grand économiste, libéral, monétariste, que beaucoup de gens n'aiment pas, mais c'est l'un des plus grands économistes du XXe siècle. Sa formule, c'est MV égale PT. M, c'est la masse monétaire, V, c'est la vitesse de circulation de la monnaie, P, ce sont les prix, et T, ce sont les transactions. Pour Milton Friedman, l'inflation est toujours et partout un phénomène monétaire. Et si V est considéré comme stable, la vitesse dont la monnaie circule dans une économie, si T, les transactions, sont également considérées comme stables, les seules variables ici, c'est M et P. La masse monétaire, c'est-à-dire l'argent en circulation, et P, c'est les prix. Et donc, si la masse monétaire diminue, et on voit ici avec le stockage d'or, on retire de l'argent, la masse monétaire diminue fortement, ça provoque une baisse des prix. Et comme on l'a vu précédemment, d'accord, la baisse des prix, c'est quoi la baisse des prix? C'est les prix qui diminuent. Mais dans les prix, il y a bien sûr les prix des biens, mais il y a également les salaires. Et aujourd'hui, par exemple, si tu travailles dans une boîte et qu'on te dit on va diminuer ton salaire, tu vas dire non, je ne veux pas. D'accord? Mais si on considère que ton salaire, ça va être un peu technique, mais c'est simple. Si on considère que par exemple, moi je suis un boss, d'accord? Je suis un entrepreneur, je te recrute. Et moi je considère que je suis rentable si le salaire est de $1000 ou 1000 euros, d'accord? Mais que au-dessus de $1000, je perds de l'argent. Et si toi, tu me dis, ok, Tammy, moi, je veux minimum $1500, sinon, voilà, je ne vais pas travailler. Mais comme les prix diminuent, tous les prix diminuent, que ce soit les prix des biens, mais également les prix des services. Et beaucoup de gens refusent justement de diminuer leur salaire et ça provoque une aggravation du chômage. Il n'y a pas que ça, d'accord? Il y a ce phénomène, et d'ailleurs après Keynes viendra expliquer que les gens ne veulent pas diminuer leur salaire et donc il faut de l'inflation pour faire diminuer leur salaire de manière indirecte, mais ça je l'expliquerai dans une autre vidéo. Et ici on se retrouve dans une situation où les prix baissent, les salaires ne baissent pas vraiment et on assiste à un chômage massif. Ce chômage massif s'explique par la demande, mais également par une contraction de la masse monétaire. Donc, les États-Unis n'ont pas pu augmenter leur masse monétaire, donc vous avez compris maintenant pourquoi c'était important, c'est-à-dire que si on augmente la masse monétaire, on augmente les prix et on sort de cette spirale déflationniste. Si on n'arrive pas à le faire et si la masse monétaire se contracte, ça entraîne une diminution des prix, ça entraîne du chômage, ça entraîne une aggravation de la situation. La Grande-Bretagne a été le premier pays à abandonner l'étalon or en 1931. D'autres pays ont rapidement suivi. Mais les États-Unis n'ont pas abandonné l'or pendant 2 ans, ce qui a aggravé encore plus les conséquences négatives de la Grande Dépression. Et alors là, on a eu cette loi, la loi sur la réserve d'or, qui a augmenté les réserves d'or du gouvernement. Donc en 1934, les États-Unis subissent encore les effets négatifs du krach boursier de 1929
Et là, le président Roosevelt, il a cette tâche difficile de relancer l'économie, de diminuer le chômage, d'augmenter les salaires, d'accroître la masse monétaire. Arrive l'année 1932, les gens en ont vraiment assez. Ils élisent Franklin Delano Roosevelt sur sa promesse du New Deal, une nouvelle donne. Mon souci le plus immédiat est de mener à bien les objectifs du vaste programme de reconstruction qui vient d'être voté par le Congrès. Il s'agit d'abord de remettre au travail les hommes et les femmes qui sont aujourd'hui sur les listes d'aide sociale et incidemment de soutenir concrètement notre marche vers la reprise économique. Roosevelt tiendra sa promesse. Des emplois se créent dans tout le pays. L'Amérique reconstruit son infrastructure et insuffle une vie nouvelle à l'économie. Roosevelt parvient à remettre l'Amérique sur les rails de la croissance. Mais il est limité, pourquoi? Parce que les États-Unis sont bloqués par l'étalon or. C'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas suffisamment d'or en circulation, il n'y a pas suffisamment de monnaie en circulation, l'activité économique est freinée. Alors, Roosevelt, vous en rappelez, les grands travaux, le New Deal, etc. Mais cet épisode, beaucoup de gens ne le connaissent pas. Et donc à l'époque, Roosevelt, il est très intelligent, il se dit « Ok, comment je vais faire pour sortir de ce piège ?» C'est très simple. Je vais mettre en place une loi. Et il va mettre en place l'Executive Order 6102 et le Gold Reserve Act. L'Executive Order 6102, c'est un ordre exécutif signé le 5 avril 1933 par le président des États-Unis, Franklin Roosevelt, dans le cadre de la politique du New Deal. Et que dit cet Executive Order? C'est très simple. Illégal la détention d'or par le public. Roosevelt va se montrer radical à l'égard de l'or. Il fait voter une loi obligeant tous les citoyens possédant encore du métal jaune à aller l'échanger contre des dollars. Il va donc falloir que les Américains fassent confiance au dollar et dans la foulée, qu'ils fassent confiance à la gestion économique du gouvernement. Roosevelt a mis l'or sur la touche au profit du dollar papier. Et on en revient à cette notion de valeur refuge. Il y a beaucoup de gens qui se disent « si jamais ça se passe mal, j'ai de l'or ». Là, cet épisode vous prouve une chose. Uncle Sam, ou les États, ou qui vous voulez, Big Brother, si à un certain moment l'État veut vous défaire de vos ressources, il peut le faire. Ça me rappelle un peu l'épisode sur le Bitcoin. Et beaucoup de gens disaient oui, le Bitcoin va révolutionner l'économie, les autres monnaies vont disparaître, mais il y aura le Bitcoin, on ne pourra pas nous retirer le Bitcoin. Et moi, dans mes vidéos, j'appelais à la prudence. Alors, le Bitcoin aujourd'hui n'est pas encore assez important, mais j'appelais à la prudence. Je disais si les États veulent rendre illégal le Bitcoin, et ça a été le cas d'ailleurs dans plusieurs pays, ils peuvent le faire. Et cet exemple le prouve. Donc aux États-Unis, à l'époque, on rend illégale la possession par le public de la plupart des formes d'or. Et donc ce décret présidentiel dispose que chaque citoyen doit remettre à la réserve fédérale pièces d'or, lingots d'or, certificats, titres attachés à l'or à compter du 5 avril et jusqu'au 5 mai 1933. Au-delà de cette date, la détention de tels effets est passible de pénalités, pouvant aller jusqu'à 10 ans de prison et une amende de $10 000 de l'époque. Vous imaginez? Ça veut dire qu'on te ruine et en plus tu es hors la loi et tu te retrouves en prison. Donc vous savez ce qui s'est passé. Les Américains, ils ont ramené l'or à la banque centrale. Et donc l'usage et la détention d'espaces métalliques à des fins de thésaurisation en or, c'est devenu illégal. Et donc le Gold Reserve Act de 1934 a conduit à dévaluer le dollar par rapport à son fixing d'or. C'est-à-dire qu'à l'époque, le taux officiel de 20,67, donc il fallait $20 pour effectivement de l'or, ça passe à $35 l'once. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la valeur du dollar diminue. Donc on diminue la valeur du dollar par décret, d'accord? Donc ça veut dire qu'on diminue la valeur de la monnaie. Et donc cette dévaluation du dollar, qu'est-ce qu'elle provoque? Elle provoque une injection
de liquidité dans l'économie. C'est comme si on injectait énormément d'argent dans l'économie. Ça permet de diminuer les taux d'intérêt, comme ce que l'on a aujourd'hui. Et donc, ça a provoqué une forte croissance. Le taux de croissance du PIB de 1933 à 1941, il était en moyenne de 8%, d'ailleurs entre 1933 et 1937. Plus de 8%, ce qui est quand même très important. Cette croissance de la production réelle, elle est principalement due à la croissance de la masse monétaire M1 qui a augmenté à un taux moyen de 10% par an entre 1933 et 1937. Et c'est très intéressant parce que ça nous ramène à la théorie quantitative de la monnaie. MV égale PT. Hausse de la masse monétaire de 10%, ça a entraîné une hausse des prix, mais ça a également... Et l'idée de Friedman, c'est que cette masse monétaire doit accompagner la croissance économique. C'est-à-dire que si tu as une croissance économique de 8% ou de 10%, d'accord ? Ou si tu veux avoir une croissance économique de 8 ou 10%, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut augmenter l'argent en circulation. Mais si l'argent se contracte, il y a moins d'échanges, il y a moins de transactions, donc il y a moins de croissance. Donc pour avoir de la croissance, tu dois l'accompagner par l'argent. Tu dois faire circuler l'argent. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé grâce à cette loi, grâce au Gold Reserve Act. Donc, beaucoup de personnes pensent que la croissance après la Grande Dépression est essentiellement due à la politique fiscale, parce qu'on a imposé également à la participation des États-Unis à la Seconde Guerre mondiale, au New Deal. Mais en fait, beaucoup de personnes ont oublié cet épisode qui est très, très important. Donc l'administration Roosevelt décide ensuite de réévaluer l'or, référencé afin de dévaluer le dollar. Donc l'augmentation de M1, qui est le résultat d'un afflux d'or, donc le fait que la banque centrale, d'ailleurs à l'époque c'est Fort Knox, ça a été créé pour ça. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, on a créé un fort pour pouvoir recevoir tout cet or, parce que c'était tout simplement énorme. Donc on reçoit énormément d'or, ça permet d'augmenter la masse monétaire et comme en plus le cours de l'or, de l'once d'or diminue, d'accord ? C'est-à-dire qu'on dévalue effectivement le dollar par rapport à l'or, ça augmente encore plus la masse monétaire en circulation. Donc on a, premier phénomène, l'or qui revient dans les banques centrales et deuxième phénomène, on diminue la valeur du dollar par rapport à l'or. On passe de 20 à 35. Donc ici, cet afflux d'or, ça provoque une baisse des taux d'intérêt réels. Et baisse des taux d'intérêt, ça veut dire que ça stimule la demande. Donc les entreprises investissent plus et les ménages consomment plus parce que ça coûte moins cher, parce que c'est intéressant, parce que c'est incitatif. Et si cette loi sur la réserve d'or n'avait pas été promulguée, les économistes estiment que la croissance américaine aurait été d'environ 25% inférieure entre 1937 et de 50% en 1942. Friedman et Schwartz, donc, qui ont effectué une étude sur la monnaie, une très grosse étude. Milton Friedman, d'ailleurs, qui a obtenu le prix Nobel, son épouse, Schwartz, et Ronald Reagan, l'ancien président des États-Unis. Et pour Milton Friedman et Schwartz, le taux rapide de la croissance de la masse monétaire au cours des 3 années successives, de juin 1933 à juin 1936, était une conséquence de la réévaluation de l'or plus la fuite des capitaux vers les États-Unis. C'est-à-dire même dans les pays européens, il y avait de l'or qui affluait vers les États-Unis. Et les avoirs en or du Trésor américain ont triplé, passant de 6 358 en 1930 à 8 998 en 1935 à 19 543 tonnes fin 1940. Vous imaginez ? Donc les réserves d'or ont augmenté, ce qui a permis également d'avoir une masse monétaire bien plus importante. Ici, on voit le président Roosevelt en train de signer le Gold Bill à l'occasion de son 52e anniversaire. Il y a des membres du Trésor, etc., et de la Réserve fédérale américaine. En France, on a eu le même phénomène. Le 1er octobre 1936, le gouvernement français interdit
le commerce de l'or et les propriétaires de plus de 200 grammes d'or sont obligés de les céder au prix d'achat à la Banque de France. Seules 87 tonnes sont récupérées et un décret du 17 février 1937 assimile la détention d'or à de la contrebande. Mais dès le 9 mars 1937, la détention et le commerce de l'or redevenaient libres. L'abandon de l'étalon or donc, a favorisé la croissance économique et donc c'est justement cet échange d'or contre du papier monnaie qui a permis aux États-Unis d'augmenter le montant des réserves d'or au dépôt de l'United States Bullion Depository à Fort Knox. Le gouvernement a augmenté le prix de l'or à 35 $, que je vous l'ai expliqué précédemment, ce qui a permis à la Réserve fédérale d'augmenter massivement la masse monétaire. Et bien évidemment, l'économie qui s'est reprise fortement. Alors pourquoi cette vidéo est intéressante? Parce que justement, il y a beaucoup de gourous qui vous expliquent qu'il faut détenir de l'or, que l'or c'est une valeur sûre, que si jamais c'est la cata dans le monde, il faut avoir de l'or. Sauf que là, on voit un pays puissant comme les États-Unis qui rend illégale la détention de l'or. Donc en fait, c'est juste pour vous dire qu'on peut se protéger tant qu'on veut. À un certain moment, il n'y a pas, on ne peut pas totalement se protéger. Maintenant, ce serait vous mentir que de vous dire ne vous protégez pas. Au contraire, il faut se protéger. Et pour moi, l'or constitue toujours une excellente source de diversification de ses actifs. Mais si vous êtes dans un pays où à un certain moment, ça se passe très très mal et que l'État a besoin de votre argent ou l'État en veut perquisitionner, il le fera. On l'a vu à Chypre avec des comptes bancaires qui ont été effectivement perquisitionnés. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. La prochaine vidéo, ce sera sur l'or. Ce sera est-ce que l'or va enfin exploser à la hausse? C'est une question qu'on me pose très très souvent. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de partager, de rejoindre le groupe Telegram et bien évidemment, on vous mettra tous les liens. Il y a pas mal de masterclass qui sont extrêmement intéressantes si bien évidemment vous voulez aller plus loin avec nous. Je vous dis à bientôt les amis. Ciao, ciao, ciao!